Alors un petit mot maintenant sur la couleur des étoiles. Quand on regarde le ciel la nuit en vitesse, on voit des points brillants, on a l'impression que c'est tout de la même couleur. Et si vous n'avez pas fait attention à ça jusque-là, essayez d'y prêter attention et quand vous regarderez le ciel ce soir ou sur le stade ou demain soir à la Glac, pensez à essayer de percevoir la couleur, et notamment quand vous avez deux étoiles de brillance comparable, de voir s'il y a une nuance qui vous permet de distinguer. Alors là, c'est un exemple sur une constellation qui n'est pas choisie de manière optimale, c'est vrai, puisque c'est une très belle constellation du ciel d'hiver, la constellation d'Orion. Enfin, si vous attendez jusqu'à 3h du matin, vous pourrez la voir. On va la voir se lever. Vous avez l'étoile ici, Bételgeuse, qui est d'éclat un peu orangé, et l'étoile Rigel, qui est d'éclat bleuté. Toutes les deux sont des géantes, Bételgeuse étant la plus grosse. Si elle était à la place du Soleil, on serait carrément à l'intérieur de cette étoile. C'est-à-dire qu'elle est très grosse. Sa température de surface elle est d'à peu près 3500 degrés, et celle de Rigel est d'à peu près 13 000 degrés. Donc vous voyez l'étoile la plus froide, c'est l'étoile qui est la plus rouge. On appelle ça une géante rouge. Là aussi, c'est un peu abusif parce qu'à l'œil, elle apparaît orangée. Et Rigel, elle, c'est une géante bleue. Donc, vous voyez l'ordre des températures. La plus froide, c'est la plus rouge. La plus chaude, c'est la plus bleue. C'est l'inverse du code des robinets. Sur les robinets, vous avez le rouge pour le chaud, le bleu pour le froid. Pour les étoiles, c'est l'inverse. Alors en fait, c'est pas illogique. Si vous chauffez du métal, vous chauffez du fer, quand on parle il commence par être rouge, si vous le chauffez un peu plus, il va être chauffé à blanc, et si on le chauffait encore plus, on arrivera au bleu. Donc, les couleurs des étoiles, leur code, je dirais, intrinsèque, il est tout à fait logique. À la limite, c'est le code des couleurs, le code des plombiers qui devrait être révisé et qui n'est pas le bon. Alors, pour revenir à la température de surface de Bételgeuse, 3500 degrés, c'est à peu près la température des fameuses taches sur le Soleil, les taches sombres que l'on vous a montré tout à l'heure en direct à l'écran, que vous avez pu voir sur le télescope dehors. Si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à le faire après. Eh bien, ces taches sont des zones un peu plus froides, tout simplement parce que le champ magnétique local est plus intense et bloque les fameux courants de convection qui forment la granulation solaire dont on vous a parlé. Et ça fait apparaître localement plus froid. C'est comme si on posait un couvercle sur la marmite bouillonnante du Soleil. Donc pourquoi le champ magnétique bloque ces courants de convection? Parce que la matière à la surface du Soleil est électrisée. C'est une matière qu'on appelle en physique un plasma. C'est pas une matière ordinaire. C'est ni du gaz ni du liquide. C'est effectivement la matière électrisée a un comportement particulier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une discipline entière qui s'appelle la physique des plasmas. Et on a des collègues astrophysiciens qui sont spécialistes de ce genre de matière. C'est aussi le même type de matière que vous avez dans les accélérateurs de particules ou que vous avez dans les installations comme l'installation qui est en construction à Cadarache avec le fameux accélérateur, la centrale de production d'énergie d'ITER qui vise d'ailleurs à reconstituer à petite échelle bien sûr le phénomène de production d'énergie que vous avez dans les étoiles. Donc, vous voyez cette température de surface de Bételgeuse, c'est à peu près celle que vous avez à la surface des taches solaires, alors que le reste du disque solaire est autour de 5500 degrés. Alors, le Soleil deviendra une géante rouge, comme Bételgeuse, enfin pas aussi gros que Bételgeuse, puisque Bételgeuse, on appelle ça vraiment une super géante, tellement elle est grosse, mais le Soleil deviendra une géante rouge dans quelques milliards d'années, donc vous avez le temps de voir venir. Dans 4 à 5 milliards d'années, le Soleil va grossir, il va avaler Mercure, il va avaler Vénus, il devrait s'arrêter avant la Terre, mais vu de la Terre, on verra un énorme disque orange dans le ciel, ça sera très beau, mais il fera très chaud, et il faudra envisager de déménager si, comme je l'espère, il y a encore des habitants sur Terre. Voilà, donc il faudra aller sur Mars, rendre Mars habitable, ou aller habiter sur les satellites de Jupiter. Enfin, bon, d'ici là, je pense que la technologie aura évolué, on aura trouvé des solutions. Alors, pour continuer sur la couleur des étoiles, voilà, je vous disais donc que plus une étoile est chaude et plus elle est bleue. Ici, vous avez un schéma un peu technique, mais pour les amateurs de physique, vous allez bien comprendre. On représente ici, en ordonnée, la luminosité, l'intensité, en quelque sorte, de la lumière. Et ici, la température, la longueur d'onde, donc qui va, vous allez voir, être reliée
à la température. Donc on représente la longueur d'onde qui correspond en gros ici au domaine visible, donc du violet jusqu'au rouge, et vous avez ensuite l'infrarouge à droite et l'ultraviolet à gauche. Et les courbes que vous avez ici, là, ces courbes en espèce de cloche déformée, c'est ce qu'on appelle autant qu'il émet, et une étoile idéale se comporte comme un corps noir. Alors une étoile à 3000 degrés, vous voyez que la courbe elle est relativement plate, mais son maximum il est carrément en dehors du rouge, dans l'infrarouge. Une étoile à 4000 degrés, alors c'est des degrés absolus, des Kelvin. Une étoile à 4000 degrés, c'est dans le rouge ici qu'elle a le maximum. 5000, ben on approche du soleil qui est à 5500 degrés, vous voyez on est dans le jaune. Après 6000 Kelvin, on passe dans le vert. Et 7000, on est carrément dans le bleu. Donc une étoile comme Rigel que vous avez vu dans la constellation d'Orion, elle est carrément à 13 000 degrés, donc son maximum il est dans l'ultraviolet, mais à l'œil elle apparaît bleutée tout simplement parce que notre œil ne voit pas l'ultraviolet, donc on voit essentiellement la dominante liée à la partie bleue du spectre. Alors quelques exemples, ça c'est plus je dirais pour la taille que pour les couleurs, mais pour vous donner une idée de ce que nous sommes. Le Soleil, ici, c'est un pixel de l'écran, donc on ne le voit même pas. Jupiter, qui est la plus grosse planète, n'est pas visible à cette échelle. Vous avez l'étoile Sirius, qui est l'étoile la plus brillante que l'on voit dans le ciel d'hiver, vers le sud. L'étoile Pollux, des deux jumeaux, Castor et Pollux, qui est une étoile un peu orangée. Arcturus, on la voit très bien le soir, vers l'ouest. En début de nuit, c'est une des premières étoiles que l'on voit en ce moment, en cette saison. C'est une géante, une étoile géante rouge. En fait, vous voyez qu'elle est orangée. Rigel, que je vous ai montré dans la constellation d'Orion, qui est une étoile bleue. Aldébaran, qui est dans le taureau, qui est une géante rouge. Vous avez ensuite Bételgeuse, donc super géante rouge, dans la constellation d'Orion. Et Antares, encore plus grosse. Alors Antares, vous pourrez la voir ce soir, elle est dans la constellation du Scorpion, vers le sud. Et effectivement, elle a un éclat bien rouge, d'autant plus qu'elle est assez basse sur l'horizon, donc ça favorise le rendu de la couleur rouge. Alors une comparaison ici entre le Soleil et l'étoile la plus massive que l'on connaisse actuellement. Le Soleil, c'est une étoile que l'on appelle le type naine jaune, il ressemble à peu près à ça. Vous avez les naines rouges qui sont plus petites, les naines bleues, et puis là vous avez derrière, on n'en voit qu'une partie, l'étoile la plus massive que l'on connaisse. Donc il y a une température de surface, elle, à 40 000 degrés, donc ça veut dire qu'elle a son maximum de luminosité dans le bleu et dans l'ultraviolet, mais à l'œil, elle apparaît comme une étoile bleue, et elle brille comme 10 millions de fois le Soleil. Donc par contre, elle a 1 million d'années à peine actuellement. Elle est née il y a 1 million d'années à peine, alors que le Soleil est né il y a 4 milliards et demi d'années, donc c'est une petite jeunette, mais elle se trouve déjà au milieu de sa vie, tout simplement parce que comme beaucoup d'étoiles massives, elle produit énormément d'énergie et elle s'épuise finalement beaucoup plus vite qu'une étoile comme le Soleil. C'est un peu l'histoire. Oui. Pourquoi il y en a qui sont plus chaudes que d'autres, les étoiles? Alors, le fait qu'une étoile soit plus chaude, c'est lié à sa production d'énergie, puisque la production d'énergie, elle est essentiellement au cœur de l'étoile. Les atomes fusionnent entre eux pour produire des éléments plus lourds. Donc, c'est essentiellement, pour le Soleil, du moins, c'est essentiellement l'hydrogène qui fusionne pour donner de l'hélium. Et c'est vraiment dans une zone très limitée, au cœur du Soleil. Vous avez une température qui, là, se trouve d'à peu près plusieurs millions de degrés, on ne sait pas exactement, ce sont les modèles, on n'ira jamais mesurer, mais ce sont les modèles physiques et mathématiques qui nous permettent de déduire quelle est la température au cœur. Alors ensuite, la température à la surface d'une étoile, elle va être liée à la fois à la taille de l'étoile et à la production d'énergie qui se passe à l'intérieur. Donc les étoiles les plus massives en général sont celles qui ont le cœur le plus dense et qui produit le plus d'énergie. Mais si elles sont trop dilatées, je dirais trop grosses, à ce moment-là, la température, enfin l'énergie va se disperser avant d'arriver à la surface, et donc la température sera moins chaude. C'est ce qui explique quand vous avez une étoile, une étoile comme Bételgeuse qui est énorme, même si au cœur vous avez une température bien supérieure à celle qui est au cœur du Soleil, si vous avez une vingtaine de millions de degrés, eh bien, le temps que l'énergie arrive à la surface, elle va être diluée puisqu'elle se répartit sur une surface beaucoup plus grande.
Et donc, vous avez finalement une température à la surface qui est plus basse et qui va faire que l'éclat va paraître orange, alors que sur une étoile géante bleue ici comme Rigel, l'énergie est encore suffisamment concentrée et la centrale de production à l'intérieur produit suffisamment d'énergie pour que la température reste très élevée. Donc on a à peu près toutes les gradations de température qui existent, mais pour les plus froides, ce qu'on appelle les naines brunes, on n'a que 2 à 3000 degrés en surface, et pour les plus chaudes, on a des températures à la surface de l'étoile qui sont, elles, de l'ordre de 40 000 degrés pour les plus connus, mais enfin la plus massive que l'on a vue juste après, c'est le cas extrême de température très élevée en surface, parce que vous avez une masse énorme, et donc une production d'énergie au cœur de l'étoile qui est énorme. Et vraisemblablement, cette étoile ensuite va se refroidir, même si le cœur reste encore assez chaud, dès lors que les couches externes vont se dilater. Vous avez tout le temps, dans une étoile, un équilibre qui se fait entre la production d'énergie qui a tendance à faire gonfler l'étoile, pratiquement la faire exploser, et puis la force de gravitation qui, heureusement, maintient la matière en boule et maintient l'étoile sous une forme relativement stable. Enfin, je dis relativement, il y a des étoiles qui poussent, on le sait, mais le Soleil, par exemple, heureusement pour nous, est une étoile très stable, et même s'il y a une activité cyclique, comme on l'a vu, avec ces taches et ces protubérances qui évoluent avec un cycle de 11 ans, eh bien, l'activité reste quand même dans des limites raisonnables, et donc le diamètre de l'étoile, par exemple, ne bouge pratiquement pas, et sa température de surface ne bouge pratiquement pas. Donc même entre le maximum d'activité solaire et le minimum, vous n'avez même pas 1% de variation de l'éclat du Soleil. Donc ça bouge très peu. Alors, un bel exemple d'étoiles doubles colorées. Alors, les étoiles doubles, il y en a beaucoup dans le ciel. Je dirais même que le Soleil, c'est presque une exception. Les étoiles se forment souvent par paires ou par groupe de 4 ou plus. Et cette étoile-là, qui est dans la constellation du Cygne, Albireo, je vous invite donc à la voir en télescope. Je le rappelle encore, vous avez les observations ce soir sur le stade et demain soir à la plaque. C'est le genre d'objet qui est très joli à voir en télescope, à l'œil nu, et on voit très bien la différence de couleur. Alors peut-être moins facilement que là, vous le voyez à l'écran, mais vous verrez très bien la différence quand vous avez les deux étoiles l'une à côté de l'autre. Vous verrez très bien qu'il y en a une qui est plus orangée et l'autre qui est plus bleutée. Et donc ces deux étoiles-là font partie des plus belles étoiles doubles. Donc, deux étoiles qui se tournent autour l'une autour de l'autre. Elles mettent plusieurs années, bien sûr, à faire ce balai dans le ciel. Hop, je suis revenu en arrière, voilà. Alors Albireo, donc cette belle étoile double, elle se trouve ici, à la pointe de la constellation du Cygne, qui fait une grande croix dans le ciel. Elle est très facile à reconnaître, vous verrez, on vous la montrera dans le ciel avec un pointeur laser. À côté de l'étoile Vega de la Lyre, la constellation de la Lyre est ici. Et donc cette constellation du Cygne, le Cygne, il a son bec qui est par là. Je crois que c'est l'image que j'ai mise après d'ailleurs. Alors, il est tourné différemment ici la précédente, mais vous avez Albireo, donc, qui est bêta du Cygne, qui est à la pointe. D'ailleurs, Albireo, c'est le bec en arabe. Et vous avez ici donc le reste de la constellation du Cygne. Donc il est dirigé vers ici, et vous avez les ailes qui sont là. Alors, la grande croix du Cygne, qui est la plus facile à repérer dans le ciel, c'est le corps principal. Et Deneb, qui est ici la queue du Cygne. Donc ces deux noms sont directement dérivés de l'arabe, le bec et la queue, qui sont donc les deux extrémités de la constellation du Cygne. Un bel amas d'étoiles très coloré dans le centre de la galaxie, l'amas du quintuplé. Là, vous avez des étoiles qui sont certainement des géantes rouges et des géantes bleues ici à côté. Donc c'est en général au début de leur vie que les étoiles ont un éclat bleu, et ensuite, lorsqu'elles ont épuisé une partie de leur réserve et qu'on passe à la fusion nucléaire d'atomes de masse plus grosse, et bien à ce moment-là, les étoiles se mettent à se dilater, à gonfler, et donc comme la surface s'éloigne de la chaudière centrale,
leur température de surface diminue, et c'est pour ça que ces étoiles prennent un éclat plus orangé. Alors un petit mot maintenant sur la couleur des nébuleuses, c'est l'image que j'avais mise à l'introduction, c'est la très belle nébuleuse d'Orion, qui est visible à l'hiver. En voilà une qui par contre est visible en ce moment, c'est la nébuleuse du trèfle, parce que ça évoque ici un peu une feuille à plusieurs lobes, comme la feuille de trèfle. Et vous avez ici donc des poussières de gaz, des poussières qui simplement diffusent la lumière bleue d'une étoile qui est là, et qui apparaissent avec cette lueur bleutée. Et vous avez ici le gaz qui, lui, apparaît suivant l'arrêt d'émission de l'hydrogène, l'arrêt H-alpha, dont on vous a parlé tout à l'heure pour le Soleil. C'est une des raies les plus fréquemment émises dans l'univers, tout simplement parce que l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. Donc quand vous avez des nébuleuses avec de la poussière et du gaz, eh bien, une simple image en couleur permet de différencier avec l'arrêt H-alpha de l'hydrogène qui donne la couleur rouge et la poussière ici qui diffuse la lumière et qui diffuse, comme pour l'atmosphère qui nous donne la couleur bleue en diffusant la lumière du soleil, et là ça vous donne aussi une dominante bleue. Et vous avez également de la poussière qui apparaît ici en noir, en ombre chinoise, donc qui se découpe sur le fond de la nébuleuse. Alors un autre exemple très connu, c'est l'amas des Pléiades. Alors celui-là, il est surtout visible à l'hiver. Là encore, si vous êtes courageux et que vous attendez 3 heures du matin pour le voir se lever à l'est, donc vous avez des poussières qui sont éclairées par tout un paquet d'étoiles qui se sont formées en même temps. Je vous disais que c'était très fréquent. Les étoiles se forment généralement par petits groupes. Ici, d'autres nébuleuses de gaz, toujours avec la couleur rouge dominante de l'hydrogène. Alors c'est la nébuleuse America, que vous voyez ici, et la nébuleuse du Pélican. Le Pélican, vous voyez le bec, vous voyez l'œil, vous voyez le crâne du Pélican, le corps est ici. Et America, vous distinguez le golfe du Mexique, vous avez le Mexique ici, la Floride, et vous avez les États-Unis et le Canada. C'est tout simplement parce qu'il y a de la poussière ici qui se découpe devant en ombre chinoise que l'on voit ces formes assez curieuses. Alors revoilà le Pélican, vous voyez très bien le bec et l'œil. Qu'est-ce qui donne la couleur rouge aux nébuleuses gazeuses? La réponse, je vous l'ai donnée, c'est la fameuse raie H-alpha de l'hydrogène, qui correspond à une raie, ce qu'on appelle en physique une raie de recombinaison. Donc, lorsque des étoiles très riches, des étoiles massives, jeunes, très massives et très chaudes, émettent beaucoup de rayonnement ultraviolet, ce rayonnement ultraviolet arrache carrément les électrons aux atomes d'hydrogène, et ensuite, lorsque ces électrons se recombinent, ils redescendent en cascade les niveaux d'énergie, et ça émet en particulier cette couleur rouge caractéristique. La nébuleuse d'Orion, dont je vous ai déjà parlé, donc visible surtout en hiver, toujours avec cette couleur rouge. La nébuleuse de la Lagune, elle est très bien visible dans la Voie lactée vers le sud en ce moment. Vous pouvez la voir avec de simples jumelles, mais au télescope, vous pourrez probablement la voir ce soir. Au télescope, on voit très bien cette bande de poussière qui est ici et qui a donné son nom à la nébuleuse. La nébuleuse de la Carène, elle est dans l'hémisphère sud, donc il faudrait descendre pour la voir. Alors voilà par exemple le spectre de la nébuleuse de la Carène. Vous n'avez pas une continuité de couleurs, mais vous avez des couleurs bien précises, ce qu'on appelle des raies d'émission. La fameuse raie H-alpha de l'hydrogène, elle est là. Vous avez des raies de l'azote, du soufre, une raie de l'hélium ici dans l'orange, la raie de l'oxygène 3 ici dans le vert, une autre raie de l'hydrogène, H-bêta, et une raie de l'hydrogène ici, H-gamma dans le bleu. Donc vous voyez que ça émet à des couleurs bien précises, à des longueurs bien calées. De nouveau, une image de nébuleuse où vous avez la fameuse raie H-alpha qui domine, la nébuleuse de l'aigle dans le serpent. Et cette image-là, beaucoup d'entre vous l'ont déjà vue, enfin, vu l'agrandissement de cette partie-là, ce qui a été baptisé pompeusement le pilier de la création. Et en fait, c'est une image très connue, prise par le télescope spatial Hubble, mais curieusement, les couleurs ne sont pas du tout celles-là. Alors là, voilà l'image du télescope spatial. Alors pourquoi est-ce que ces couleurs ne sont pas les couleurs que vous avez vues avant? Je reviens sur la couleur plus classique, avec la couleur dominante liée à la fameuse raie d'émission de l'hydrogène. Eh bien, c'est tout simplement parce que l'équipe chargée de la production d'images du télescope spatial a trouvé qu'on pouvait faire une composition de
couleurs différentes, avec une palette de couleurs différentes, et que c'était beaucoup plus joli à l'œil, beaucoup plus plaisant. Alors comment ont-ils fait en pratique? Donc là, j'entre un peu dans le détail technique, mais il y a beaucoup d'amateurs ici qui apprécieront la chose. Donc, vous avez trois images qui sont prises à travers trois filtres différents. En l'occurrence, un filtre qui va sélectionner la raie H-alpha de l'hydrogène dans le rouge, un filtre qui va sélectionner une raie du soufre dans le rouge, et un filtre qui va sélectionner une raie de l'oxygène qui est dans le vert. Et ensuite, on va combiner ces trois images en attribuant le vert à la raie H-alpha, qui est rouge d'habitude, en attribuant le rouge à la raie du soufre. C'est vrai que c'est une raie qui, en longueur d'onde, est un peu plus longue que H-alpha, donc c'est un peu plus rouge. Donc, ça me rappelle un peu le sketch de Coluche, avec le plus blanc que blanc. Là, vous avez plus rouge que rouge, donc on a choisi de mettre le soufre en rouge, la raie H-alpha en vert, et la raie de l'oxygène qui est verte, de la coder en bleu. Donc vous avez ces trois images prises à travers trois. Et bon, c'est pas les vraies couleurs. Alors même ce qui, si je reviens en arrière, même ce qui est censé être la vraie couleur, c'est pas vraiment la couleur que vous verriez si vous étiez dans un engin spatial qui vous emmène jusque là-bas. Déjà, il faudrait plusieurs centaines, voire milliers d'années pour arriver jusque-là, donc vous n'arriveriez pas en très bon état, mais à supposer qu'on vous y amène de manière instantanée, vous ne verriez pas la couleur aussi rouge, tout simplement parce que votre œil a son maximum de sensibilité dans le vert. Et vous verriez beaucoup plus la raie d'émission de l'oxygène, qui ici n'apparaît pas, tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus faible, enfin beaucoup moins brillante en tout cas, que la raie de l'hydrogène. Donc les combinaisons d'images que l'on vous montre ne correspondent que rarement à ce que votre œil pourrait voir en réalité si vous étiez dans un engin spatial qui vous emmène jusqu'à ce type de nébuleuse. Donc finalement, pourquoi pas adopter, comme l'a fait l'équipe du HST, pourquoi pas adopter un code de couleur qui permet de faire de jolies images. Voilà encore une belle image avec la nébuleuse de la Carène, qui est dans l'hémisphère sud, photographiée par le télescope spatial avec son codage de couleurs. Alors là, vous avez une nébuleuse assez rigolote, que certains ont baptisé la nébuleuse du doigt, on dirait un doigt d'honneur. Alors la première fois qu'un collègue est arrivé en me montrant cette image-là, je me souviens, on était à l'Observatoire d'Haute-Provence en train d'observer les galaxies, et puis il a avec la photo qu'il tenait à la main, et c'était un agrandissement, vous voyez que ça dessus. J'étais persuadé que c'était un montage. Il m'a dit, mais non, c'est vrai, c'est une vraie image prise par le télescope spatial. Donc vous voyez qu'il y a des bizarreries dans le ciel. Et ça aussi, ça on dirait un truc du Seigneur des Anneaux, mais c'est une vraie image de nébuleuse qui est photographiée également, qui a été photographiée par le télescope spatial. Et là vous avez cette structure assez amusante, là on dirait une arme brandie par un drôle de bestiaux ou de dragons. Et en fait, cette structure-là, c'est une étoile en formation ici, qui éjecte de la matière des deux côtés, et qui ici, la matière éjectée, entre en collision avec le milieu environnant, et fait cette espèce d'arc de parabole. Donc vous avez vraiment des formes étranges dans les nébuleuses. Là, le cœur de la nébuleuse d'Orion, toujours elle, mais vous voyez, là, on ne voit pas du tout la couleur rouge de la raie H-alpha de l'hydrogène, parce qu'elle est codée en vert, et quand on vous dit qu'elle est codée en vert, effectivement, vous retrouvez ici un fond qui est verdâtre, et ça explique très bien. Alors là, je reviens aux couleurs plus traditionnelles, donc la raie H-alpha, elle ressort bien en rouge, et vous avez la nébuleuse de la fourrure de renard. Alors le renard, il est là, il s'est fait plus ou moins aplatir, j'ai l'impression. C'est le museau, les deux yeux, et le corps du renard qui est comme ça. Les astronomes ne manquent pas d'imagination. La nébuleuse du Goéland, à Marseille on dirait la nébuleuse du Gabian. Vous avez sa tête et les ailes, et l'œil ici. La nébuleuse de la tête de cheval. La tête de cheval, elle est ici, donc celle-là, elle est dans le ciel d'hiver, elle est très proche de la nébuleuse d'Orion. Elle est dans la constellation d'Orion, elle aussi, et là vous voyez très bien la tête de cheval. Donc c'est de la poussière qui se découpe en ombres chinoises devant un fond de gaz, là encore de l'hydrogène avec cette couleur liée au rouge de la raie H-alpha. Donc ça c'est une image qui a été prise non pas par le télescope spatial mais par un des 4 télescopes de 8 mètres, un des VLT au Chili. Donc une très belle image prise depuis le sol. Nébuleuse de la Rosette, donc toujours la couleur
H-alpha, de la H-alpha. La même nébuleuse, mais avec un codage, avec un autre télescope, avec des montages de filtres différents et des combinaisons différentes. Et ici, une image infrarouge du célèbre satellite Herschel, qui est plus gros d'ailleurs que le satellite, que le HST, que le télescope spatial Hubble, puisque le satellite Herschel a un miroir de 3,50 m, donc, alors que le miroir du télescope spatial n'a que, si l'on peut dire, 2,40 m de diamètre. Donc c'est quand même un gros télescope qui a été mis dans l'espace, mais qui, lui, est spécialisé dans l'observation de l'infrarouge. Alors, comme l'infrarouge, on ne peut pas le voir, notre œil ne peut pas le voir, et bien on code ensuite les couleurs obtenues, enfin on code les images obtenues par ce satellite, avec un codage où, en général, on met en rouge ce qui est la température infrarouge la plus basse, et en bleu ce qui est la température infrarouge la plus élevée. Donc, avec bien sûr toute la gradation du spectre entre les deux. Alors, les observations en infrarouge, elles permettent de pénétrer la poussière, tout simplement parce que la lumière infrarouge traverse plus efficacement les poussières. Je reviens aux fameuses lois de la diffusion qu'on évoquait au début de l'exposé. Le ciel est bleu parce que la lumière en bleu est beaucoup plus diffusée. Par contre, la lumière en rouge, elle traverse beaucoup plus efficacement. Et c'est pareil lorsqu'il faut traverser des poussières, parce que ces poussières que vous avez dans l'espace, c'est des poussières comparables pratiquement à de la fumée de cigarette. Donc c'est très fin, hein, c'est plus fin que la poussière que vous ramassez avec le balai dans la pièce. Donc il faut voir vraiment ça quelque chose de très fin et qui donc diffuse très bien, très efficacement la lumière, et en particulier la lumière bleue. Donc l'intérêt d'observer à l'infrarouge, c'est que vous pouvez voir au travers de l'écran de poussière, et comme la plupart des étoiles se forment au sein de cocons de poussière, eh bien vous pouvez arriver à voir, et par exemple ici, sur la gauche, ces points rougeoyants sont les zones où l'on voit se former des étoiles ici qui sont en train de s'allumer dans leur cocon de poussière. Donc là, c'est totalement des fausses couleurs. Si on se pose la question, enfin je veux dire que c'est même pas la peine de se la poser, aucune des couleurs de l'image n'est réelle, puisque c'est de l'infrarouge, donc ça n'est pas directement visible à l'œil. Donc on fait un codage totalement artificiel. Une très belle nébuleuse planétaire. Alors, ce qu'on appelle nébuleuse planétaire, ça n'a rien à voir avec les planètes. Ce sont en fait des coquilles de gaz éjectées par une étoile au cours de sa vie. Et c'est en fait beaucoup plus gros, bien sûr, qu'une planète, mais comme ça a la forme d'un disque, de manière générale, on a baptisé ça des nébuleuses planétaires. Et celle-là, on l'a appelée nébuleuse de l'œil de chat, parce que ça rappelle un œil de chat. Et vous avez ici une très belle image aussi dans le domaine infrarouge, qui est donc une image, là encore en fausse couleur, où on a joué sur les longueurs d'onde que l'on a codées différemment. Ici également une image infrarouge prise par le télescope Subaru, télescope japonais qui est installé sur l'île Hawaï. Et pour la petite histoire, Subaru, vous connaissez la marque de voiture, en fait ça veut dire les Pléiades. Et d'ailleurs le logo du fabricant a des étoiles dessus qui ne représentent pas de manière parfaite le petit amas des Pléiades, mais l'idée c'est ça, c'est effectivement le rapprochement avec l'amas des Pléiades. La nébuleuse du Crabe, qui est le reste d'une explosion d'étoiles qui s'est produite en 1054 et que les Chinois avaient scrupuleusement noté à l'époque, et c'est pour ça qu'on a pu retrouver l'origine de ce nuage de gaz en expansion. Donc là on voit très bien des couleurs extrêmement variées, donc du H-alpha qui domine de l'hydrogène, donc c'est le rouge à la périphérie, et du rayonnement, un rayonnement assez particulier qu'on appelle le rayonnement synchrotron, qui est produit dans les accélérateurs de particules et qui explique la couleur bleu verdâtre que vous voyez ici, qui baigne tout l'ensemble de cette nébuleuse. Un reste de supernova dans le cygne, là on a de très belles couleurs là aussi, et vous avez une espèce de fumée de cigarette, hein. C'est effectivement le reste de matériaux liés à l'explosion de l'étoile qui se disperse petit à petit dans l'espace. Donc la nébuleuse du Crabe qu'on a vu avant, elle a 1000 ans, ici c'est un reste de supernova qui a à peu près quelques milliers d'années, et donc qui est vraiment très dispersé, donc autour des 10 000 ans, et après ça finit par se diluer entièrement dans le milieu interstellaire et par disparaître totalement. Et pour terminer, un petit mot sur les couleurs des galaxies. En fait, les galaxies sont composées d'étoiles, de gaz, de poussière et de nébuleuses. Et vous avez dans les bras spiraux des galaxies comme celle-ci, dans l'échelle de chasse, que vous pourrez voir
d'ailleurs au télescope, hein, puisqu'on voit très bien dans une constellation bien visible. Ce paquet de gaz rouge ici, donc là encore, la fameuse VHF de l'hydrogène, et ces paquets de gaz rouge sont autant de petites nébuleuses. Par contre, les bras spiraux sont essentiellement marqués par des étoiles très chaudes et qui sont donc des étoiles qui émettent beaucoup de rayonnement ultraviolet. Et ça c'est intéressant parce que vous avez une image historique ici à droite qui avait été prise par le laboratoire d'astronomie spatiale, dont notre ami Jean-Pierre Boudal a été photographe pendant de nombreuses années. Et donc à l'époque, il a suivi ses premières missions d'observation. C'était les premiers clichés à l'ultraviolet qui étaient obtenus en ballon. On lançait les ballons dans l'atmosphère. Lorsque ces ballons arrivaient à une vingtaine de kilomètres d'altitude, ils étaient suffisamment hauts pour pouvoir faire des photographies dans le domaine ultraviolet parce que depuis le sol, l'atmosphère nous bloque le rayonnement ultraviolet. On ne peut pas faire ce type de cliché. Donc ce n'était pas aussi fin comme qualité que les images visibles comme celles que vous avez ici à gauche. Par contre, on voit un truc assez amusant, c'est que le compagnon de la galaxie, le compagnon qui est ici au bout de ce bras spiral, il est entièrement disparu. Il n'est absolument pas visible sur le cliché de l'ultraviolet. Ça veut simplement dire qu'il est composé d'étoiles vieilles qui n'émettent pas de rayonnement ultraviolet. Donc des étoiles relativement froides qui sont dans cette petite galaxie. La même chose pour la galaxie d'Andromède, Messier 31, que vous pourrez voir, je pense, vers minuit. À partir de minuit, on commence à bien la voir vers l'est, quand elle se lève. Et là, vous voyez le cliché dans le domaine visible, et à droite, un cliché dans le domaine ultraviolet. Donc on voit surtout les bras en forme de spirale, là où se trouvent les étoiles les plus chaudes, qui sont en général des étoiles jeunes et massives, donc avec des températures de surface de plusieurs dizaines de milliers de degrés. Et par contre, le cœur, ici, ce qu'on appelle le bulbe de la galaxie, vous avez énormément d'étoiles vieilles, ben là, il est réduit à sa plus simple expression. On ne voit pas du tout l'étendue de ce bulbe ici, parce que ce sont des étoiles très vieilles. Et pour terminer, sur les couleurs, eh bien, ça c'est simplement pour vous montrer comment on utilise les couleurs dans notre travail au quotidien. Enfin, moi, dans l'équipe où je suis, on étudie la rotation des galaxies. Eh bien, pour visualiser cette rotation, voilà un disque de galaxie qui est en rotation. On mesure les vitesses, dont j'entends pas dans le détail technique. On mesure la vitesse qu'on appelle la vitesse radiale, la vitesse sur la ligne de visée, exactement comme pour les radars de la gendarmerie qui mesurent la vitesse de votre véhicule. C'est la vitesse suivant la direction de visée. Et ensuite, on code ces couleurs en suivant, ces vitesses, en utilisant des couleurs qui suivent les couleurs de l'arc-en-ciel. Et en l'occurrence, ici, on prend du rouge et du magenta pour les couleurs les plus rapides, et pour les couleurs pour les vitesses les plus rapides, et pour les vitesses les plus petites, les plus lentes, eh bien, on utilise du bleu et du cyan ici. Et vous avez au-dessus ce qu'on appelle la courbe de rotation, donc courbe de rotation de la galaxie, qui nous permet de savoir à quelle vitesse vous tourneriez si vous étiez une étoile dans cette galaxie. Et l'intérêt de ce genre de courbe, c'est que ça nous permet d'accéder à la masse des galaxies, donc de peser l'univers en quelque sorte, et de pouvoir évaluer la masse des galaxies. Et c'est à partir de ça que l'on a accès à des problèmes comme la fameuse matière noire. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de matière dans les galaxies qu'il n'y a de matière visible, tout simplement parce que vous avez la flèche ici de couleur magenta qui nous montre. Vous avez une zone ici qui tourne à la même vitesse que le reste de la galaxie sur une espèce de plateau, alors qu'on se trouve par là à l'extérieur. Normalement, la vitesse devrait être plus basse, suivant les fameuses lois de Kepler du mouvement orbital. On devrait avoir une vitesse qui diminue à partir du moment où on quitte le disque de la galaxie. Ce n'est pas le cas, ça veut donc dire qu'il y a encore de la matière ici autour, même si on ne voit rien. Donc ce genre d'étude nous permet d'étudier directement, d'accéder à la mesure de la matière noire et savoir comment elle est répartie dans les galaxies. Donc c'est une utilisation des couleurs, mais bien sûr là, totalement artificielle, qui n'a rien à voir avec la couleur de la galaxie que l'on observe au départ. Voilà, et bien merci pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions.